Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le cadre de la mise en œuvre de la généralisation de la protection sociale à tous les Marocains à l'horizon 2025, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a officialisé l'extension de la couverture médicale aux travailleurs non salariés, et ce suite au décret de 21-290. Mais voilà, parmi ces travailleurs non salariés, il y a les médecins, des médecins privés qui ne seraient pas satisfaits des dispositions de ce décret. En effet, les médecins libéraux brandissent même la menace d'une grève nationale si le gouvernement ne révise pas le décret qui officialise donc le montant des cotisations nécessaires au financement de l'assurance maladie obligatoire. Ils réclament donc, les médecins, dans ce sens, un taux harmonisé avec les autres professions similaires. Ils appellent également à une progressivité des cotisations pour les jeunes médecins. On fera le point ce soir en compagnie de Fatna Mounib pour représenter la CNSS et de Abdrahim Cheb, médecin privé et conseiller au Conseil national de l'ordre des médecins. Et ensuite, cap sur le secteur du textile, avec plus de 1600 entreprises qui emploient quelques 189 000 personnes. Le secteur du textile génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 50 milliards de dirhams et de 36 milliards à l'export, ainsi qu'une valeur ajoutée avoisinant les 16 milliards de dirhams. Mais la pandémie n'a pas épargné ce secteur. Mais cela dit, la reprise se prépare. Alors, quel positionnement et quelle compétitivité du Made in Maroc? On fera le point avec le président de l'association marocaine de l'industrie du textile et de l'habillement, Mohamed Boubouh, en seconde partie de Questions d'actu. Mais avant, commençons d'abord avec ces questions de cotisation à la CNSS et de l'extension de la couverture médicale aux travailleurs non salariés. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Fatna Mounib, directeur régional à la CNSS. Bonsoir Madame Mounib, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et j'ai également le plaisir d'accueillir par Skype Abdrahim Cheb, médecin privé et conseiller au Conseil national de l'ordre des médecins. Bonsoir docteur Cheb, merci de vous joindre à nous dans Questions d'actu. Merci beaucoup, merci à vous. Alors d'abord, un peu de pédagogie avec vous, Fatna Mounib, extension de la couverture médicale aux travailleurs non salariés. Alors qui est concerné, comment ça se passe ? Merci Madame Khadija. Avant de répondre à cette question, si vous me le permettez, je voudrais rappeler un petit peu ce que notre pays est en train de vivre. Nous sommes devant un événement historique, la généralisation de la protection sociale. La protection sociale n'est pas native, dans notre pays n'est pas native d'aujourd'hui. Elle a débuté avec les premières années de l'indépendance, seulement elle n'avait concerné qu'une minorité des Marocains. Ces Marocains essentiellement les travailleurs salariés du secteur privé et du secteur public. Aujourd'hui, Sa Majesté la veut, que Dieu l'assiste, la veut généraliser et au profit de tous les Marocains. Parce qu'il la considère comme un levier de développement durable. Il faut dire qu'à date d'aujourd'hui, plus de 60% des Marocains ne bénéficient pas de la protection médicale. Bien sûr, j'ai intégré un pourcentage, dans ce pourcentage les ramédis qui bénéficient d'une protection mais qui n'a rien à voir avec celle qui est proposée aujourd'hui par cette généralisation. Donc c'est un projet, je voudrais bien le rappeler, c'est un grand projet, un projet royal, ambitieux, qui va mettre notre pays sur les premières lignes avec les nations qui œuvrent pour le développement durable. Donc pour concrétiser sur le terrain ce grand projet, les hautes orientations royales ont été concrétisées par l'adoption d'un nombre de lois cadres et de décrets, notamment la loi cadre 09-21 qui a tracé la feuille de route de ce grand projet et qui a mis en place un planning préétabli pour la mise en œuvre sur le terrain de cette protection. Et je citerai que la protection médicale, elle a commencé à partir de 2021 jusqu'à fin 2022. Donc elle va concerner 22 millions de Marocains en plus. Et
puis viendra 2023-2024 la généralisation des allocations familiales pour les 7 millions à peu près d'enfants en âge de scolarité. Et puis il y aura la généralisation de l'indemnité de perte d'emploi pour les personnes, les Marocains qui ont un emploi stable et régulier et qui le perdent. Et enfin, à l'horizon de juillet 2025, au fin 2025, il y aura l'élargissement de l'assiette des adhérents au système. Alors, pour répondre au système de retraite, à peu près 5 millions de personnes. Pour répondre à votre question qui est concernée, comme je viens de le dire, 22 millions s'ajoutent aux 9 millions déjà qui bénéficient de la couverture sociale. Il s'agit des professionnels indépendants, des travailleurs indépendants, des personnes qui ont une activité libérale qui leur garantit un revenu. Si vous permettez, Madame Khadija, je peux donner quelques chiffres pour estimer l'estimation de la population cible. Ils sont concernés par cette protection sociale, à peu près dans les 500 000 commerçants et artisans qui sont soumis à la cotisation professionnelle unique, les CPU, aussi 120 000 commerçants et artisans qui tiennent une comptabilité, également à peu près 65 000 professions libérales, 1 600 000 agriculteurs, 300 000 auto-entrepreneurs. Aussi, il y a les 5 millions 300 des Ramédis qui vont intégrer le système, et je n'oublierai pas les 220 000 transporteurs. Oui, merci Madame Mounib. Vous avez répondu à ma question et vous avez répondu à d'autres questions. On va peut-être donner aussi la parole aux représentants du Conseil national de l'ordre des médecins. Alors bien sûr, cela fait l'actualité. La réaction des médecins libéraux, des médecins donc du privé, par rapport à ce décret. Donc, il y a contestation ou pas au niveau du Conseil national de l'ordre des médecins, docteur Cheb? Oui, merci beaucoup pour cette question très pertinente et très intelligente. Je commencerai par, en tant que conseiller au Conseil national de l'ordre des médecins, je dirais que c'est grâce à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, que la généralisation de la protection sociale a eu lieu au Maroc. En effet, le décret 290 a été adopté récemment par le gouvernement suite à la loi 98-15 relative à l'assurance maladie des indépendants et en particulier les médecins qui exercent dans le privé. Le Conseil national ne peut que s'en féliciter suite à cette initiative. Et comme vous le savez, la loi 6500 a été votée il y a plus de 20 ans, mais elle n'a jamais été appliquée. Vu ces circonstances, le Conseil national a entamé rapidement des réunions avec les différentes parties concernées, à savoir le ministère de la Santé, le ministère du Travail, qui était le ministère de tutelle à l'époque, maintenant c'est le ministère des Finances, l'Agence nationale de maladies obligatoires et les syndicats les plus représentatifs, à savoir le syndicat national des médecins secteur libéraux, le collège syndical du secteur des médecins spécialistes, le syndicat national des médecins généralistes et enfin l'association nationale des cliniques privées. Tous ces gens-là, tous ces établissements ont été sollicités et on a eu plusieurs réunions avec ces entités. Et par contre de ce principe, le médecin du privé qui exerce une mission de santé publique, et c'est la loi 0812, dans l'article 2, qui impose à ce que le travail du médecin du secteur privé fait une mission publique. Et deuxièmement, le médecin du privé doit être protégé socialement et en priorité, et la Covid-19 en a donné l'exemple. Il y a eu plusieurs réunions avec les différentes parties concernées. Le 5 novembre 2020, le Conseil de l'ordre s'est réuni avec le secrétaire général du ministère de la Santé, le secrétaire général du ministère du Travail à l'époque, le directeur général de l'ANAM, le directeur général de la TNSS, le représentant de la présidence du gouvernement et enfin le représentant du ministère du Travail et de l'intégration sociale, professionnelle. Le Conseil national a pris l'initiative
pour faire des discussions avec l'Agence nationale de l'assurance maladie et avec le ministère de la Santé. Et ça a été dit clairement qu'il y aurait des mesures incitatives. Et ces mesures incitatives ont disparu subitement, on ne sait pas pourquoi. Le PV de la Réunion, en tout cas, il est signé par les différentes parties. Donc, l'imposition du ministère de la Santé comme interlocuteur entre les médecins et la CNSS, le Conseil de l'ordre, il a refusé. Il a dit que c'est le Conseil qui doit négocier avec la CNSS et non pas le ministère de la Santé, étant donné que la loi lui donne cette initiative. Deuxième accord qui a été fait avec ces gens, c'est la séparation du corps médical dans le privé entre médecins généralistes et médecins spécialistes. Et enfin, on s'est mis d'accord, le 5 novembre 2020, à ce que le médecin généraliste soit taxé 4 fois le SMIC et le spécialiste 5,5 fois le SMIC. Mais comme vous le savez, enfin, on s'est mis d'accord, mais comme vous le savez, le sentiment de sécurité possède un potentiel pour accomplir des choses étonnantes, mais face aux difficultés insurmontables. Et ceci est valable non seulement pour les médecins du secteur privé, mais pour tous les citoyens marocains. Donc la nécessité d'imposer la couverture médicale universelle est devenue impérieuse. Très bien. Nous y reviendrons. Donc, juste pour rappel, la cotisation a été fixée à 720 dirhams et 70 centimes par mois pour les médecins généralistes et à 991 dirhams et 4 centimes pour les médecins spécialistes. Ce que vous avez décrit juste par rapport aux 4 fois le SMIC ou la valeur du SMIC non agricole et 5,5 pour les médecins spécialistes. Alors, Madame Mounib, peut-être une idée sur, ou partageriez-vous avec nous la méthodologie qui a été adoptée pour mettre en place les montants de cotisation et notamment les tranches d'âge aussi appliquées? Alors, oui, la méthodologie a été axée sur le forfait. Étant donné que ce forfait, lui-même, il a été déterminé en concertation avec les représentations professionnelles des catégories qui vont intégrer ce système et il est multiplié par le pourcentage de l'assurance maladie obligatoire de la cotisation, c'est-à-dire 6,37%. Très bien. Alors, pour encore être plus de détails. Bien sûr. Pour plus de détails, ce forfait, par exemple, vous venez de le dire, pour les médecins, il est multiplié par, c'est le SMIC, il est basé sur le SMIC, il est multiplié par 4 fois le SMIC pour les généralistes et 5,5 fois pour les spécialistes. Mais ce calcul du forfait, il concerne spécialement les professions libérales et certaines catégories, mais il y a d'autres catégories dont le forfait, la cotisation a été fixée selon les droits annuels. C'est comme la CPE, les gens qui obéissent à la contribution professionnelle unique, et les auto-entrepreneurs, il est fixé sur les droits annuels. Il y a une cotisation complémentaire qui est collectée par les régimes, par les organismes comme la DGI et le Barid El Maghreb, et qui doivent être transférés à la CNSS. D'accord. Bon, alors, vous avez évoqué, Madame Mounib, un point très important, celui de l'implication de toutes les parties prenantes dans la mise en place de ces cotisations qui ont été donc décidées et appliquées par décret. Docteur Abderrahim Cheb, est-ce que l'ordre, ou en tout cas le Conseil national de l'ordre des médecins, a participé à ces négociations? Si oui, a-t-il eu son mot à dire? Et finalement, le output de toutes ces négociations, pourquoi est-il autant contesté, sachant que toutes les parties prenantes ont pris part à ces négociations? Voilà. Alors, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt.
Parce que nous étions partis en tant que médecins, représentants du Conseil de l'Ordre, donc on représente tous les médecins du Maroc, nous étions partis de bonne foi. C'est-à-dire nous étions les premiers, les pionniers à aller au devant pour faire réussir ce grand chantier dont c'est par Sa Majesté le roi que le Dieu le glorifie. Cependant, on s'est mis d'accord sur ces barèmes, certes, mais on a appris le lendemain qu'il y a eu d'autres professions libérales, telles que les architectes et les pharmaciens, qui avaient négocié avec un taux beaucoup plus faible que le nôtre, c'est-à-dire entre 3 fois le SMIC à 2,5 fois le SMIC. Pour nous, nous étions frustrés. C'est une attitude discriminatoire qui n'a fait qu'envenimer la situation et remuer le couteau dans la plaie. C'est pas comme ça qu'on négocie avec les professionnels libéraux. Il faut qu'il y ait une certaine équité. L'égalité, la première règle de l'égalité, c'est l'équité. Les professions libérales réglementaires doivent être traitées de la même manière, sur un même pied d'égalité. Et c'était la raison de notre refus, après avoir signé ce que vous avez, ce PV avec. Donc, ce que vous demandez, c'est une. Instances concernées. Bon, oui. Donc, ce que vous demandez, professeur ou docteur Cheb, c'est de renégocier que Non, ce qu'on demande. Ces barèmes soient revus, révisés. Qu'est-ce que vous demandez? Exactement. On demande à ce que les barèmes soient révisés, parce que dans la Constitution, nous sommes tous égaux, les professions libérales. Écoutez, les médecins, comme les pharmaciens et comme les autres professions, il est imposé du point de vue fiscal, de la même manière. Il paie la cotisation minimale, il paie l'impôt sur le revenu. Alors, du point de vue imposition, responsabilité légale, il doit être traité de la même manière. Il n'y a aucune raison que les médecins soient taxés plus que les pharmaciens et plus que les autres professions libérales qui sont réglementées, je dis bien réglementées. Voilà la raison pour laquelle on a refusé et on redemande à ce qu'on revienne sur la table de négociation. Voilà. Oui, mais naturellement, cela va certainement faire sujet de débat. Mais on le rappellera jamais assez, la décision finale revient bien sûr au gouvernement, n'est-ce pas, docteur Cheb? Donc là, ce sera au gouvernement, à la tutelle, mais aussi au ministère de l'économie et des finances, de décider si oui ou non cette décision, ce décret serait revu. Au cas où il n'est pas revu, est-ce que vous allez quand même... Bon, alors, avant de vous poser cette question, la procédure, Madame Mounib, la procédure pour bénéficier de cet AMO et pour commencer à cotiser, ça commence à partir de quand et comment ça se passe pour les gens qui y adhèrent, parce qu'on vient de suivre avec professeur Cheb qu'il y a des contestataires. Mais en tout cas, pour les gens qui ont l'intention d'y adhérer et de cotiser, comment cela se passe et quelle est la procédure? Alors, pour bénéficier de cette protection musicale, il y a 2 grandes étapes. Il y a d'abord l'immatriculation, l'adhésion et la déclaration de la famille au niveau du système. Et ensuite vient l'ouverture de droits, le dépôt des dossiers et le bénéfice effectif. Alors, pour l'immatriculation, pour cette immatriculation, il y a 3 paramètres qui interviennent. Il y a l'organisme de liaison qui joue un rôle très important dans cette chaîne, du fait qu'il identifie, il procède à l'identification des populations qui lui sont rattachées et il transfère les listes via des fichiers électroniques à la CNSS qui se charge de ces fichiers-là pour l'immatriculation. Et puis aussi, il a un autre rôle, certains de ces organismes ont un rôle de collecte comme la DGI et Barid El Maghreb, la collecte des dus et des montants des cotisations pour les transférer à la CNSS. Et puis le deuxième paramètre, c'est la CNSS qui va immatriculer ces personnes-là selon les fichiers reçus, bien sûr, après fiabilisation des données auprès des autorités compétentes. Et aussi, elle va se charger de l'immatriculation des personnes non reçues à travers ces fichiers, donc des personnes qui vont rejoindre le point de réception pour se faire immatriculer. Le troisième maillon de cette chaîne, c'est le travailleur non salarié lui-même, puisqu'il va intervenir en s'immatriculant et en complétant
les informations ces informations à lui et à sa famille. Et puis, il va procéder au paiement de cotisations, bien sûr, quand il ne s'agit pas des CPE et des auto-entrepreneurs. Donc, l'immatriculation, elle va se faire de massive, automatiquement, et aussi de façon volante, c'est-à-dire que les gens peuvent aller se faire immatriculer sur les points de réception. La CNSS, pour faciliter cette grande tâche et cette grande opération, elle a mis à la disposition des travailleurs non salariés un bon nombre de canaux. Je citerai le portail CNSS.M1. C'est un portail. Ils vont entrer dans l'espace public, et puis ce portail va les diriger vers un espace beaucoup plus privé et plus sécurisé et fiable pour pouvoir s'immatriculer. Oui. Oui, Madame Mounib. Et si les gens ne suivent pas la procédure, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, ils ne suivent pas En d'autres termes, par exemple, pour les gens qui n'acceptent pas les barèmes, par exemple, et ils n'adhèrent pas à ce système, et ils ne suivent pas la procédure, qu'est-ce qui risque de se passer? Écoutez, restons positifs, parce que là, il faut appeler les gens, il faut les inviter à bénéficier de la protection médicale. Oui. On ne va pas parler des pénalités à ce stade-là, mais on aimerait bien parler de tout ce que les gens peuvent avoir comme bénéfice en s'adhérant à ce système-là, que ce soit pour eux et que ce soit pour leur famille. Et on sait très bien, et tout le monde, notamment le corps médical, les médecins qui sont nos grands partenaires, que la maladie, la lourdeur des dépenses de la maladie, combien elle exténue les ménages et les personnes. Oui. Bon, je vais poser la question du coup à professeur Abdrahim Cheb. Donc vous êtes médecin, vous représentez les médecins libéraux, les médecins du privé. Si le gouvernement ne revoit pas ce décret, vous allez quand même y adhérer ou pas ? Selon, bien sûr, les termes qui ont été... Bien sûr, il s'agit aussi d'une question de négociation, mais en tout cas, selon les termes qui ont été arrêtés sur les barèmes que l'on a discutés, est-ce que, si les choses ne bougent pas d'ici janvier, il y a bien sûr des menaces de grève nationale pour les médecins libéraux. Si rien ne se passe, vous allez quand même y adhérer ou vous allez continuer à contester ? Alors, merci pour cette question. Moi, je dirais tout simplement que nous sommes partie prenante dans des négociations. On avait entamé le Conseil de l'ordre. En effet, le 22 avril 2021, le président du Conseil national avait écrit une lettre au chef de gouvernement lui incitant qu'en quoi c'est le Conseil national qui est l'intermédiaire, qui sera l'intermédiaire entre la CNSS et les médecins qui vont adhérer à la CNSS. Pourquoi ? Parce que la loi lui permet, l'article 10 de la loi 99-15, il lui donne le plein droit. Deuxièmement, il a rappelé le chef gouvernement à la révision de ce taux à la baisse et de mettre tous les médecins au même pied d'égalité, comme je viens de dire tout à l'heure, comme les architectes et les pharmaciens. Le 28 mars 2021, une autre lettre a été adressée au chef du gouvernement ancien, M. Saladin Tmani, pour lui rappeler les mêmes positions. Et enfin, la dernière, celle du nouveau chef du gouvernement, Saladin Akhnous, le 23 novembre 2021, une autre lettre a été adressée au chef du gouvernement pour revoir cette situation. Nous sommes confiants en ce chef de gouvernement, M. Aziz Akhnous. C'est un homme intègre, un nationaliste, un homme avéré, intelligent. Il sait négocier, on a mis pleine confiance en lui et nous sommes persuadés qu'il va revenir ce taux à la baisse. Maintenant, quant à l'impact de cette application, de cette couverture médicale généralisée pour les médecins indépendants, si la situation se redresse, eh bien, l'impact serait très positif. Les médecins et leurs ayants droit auront droit à être pris en charge comme tous les citoyens marocains, mais si la situation demeure telle qu'elle est,
Je pense que l'impact sera moins percutant pour la couverture sociale vis-à-vis des médecins indépendants, mais je ne pense pas que le chef du gouvernement va ignorer ce point. Il est partie prenante, d'autant plus que dans la charte qu'il a fait, donc Masra Tchekha en arabe, et il y avait trois piliers, la santé, l'éducation et l'emploi. Et la santé, il lui a donné un vaste volet, et je suis sûr et certain qu'il va revenir et négocier avec les médecins du secteur libéral pour revoir à la baisse et pour que ce chantier que Sa Majesté a lancé ira le plus rapidement possible. Oui, certainement. Donc, restons positifs, comme le disait Madame Onib tout à l'heure. Pour terminer avec vous, Madame Onib, justement, juste pour qu'on y sache un peu plus par rapport au dossier de prise en charge et de remboursement, est-ce que cela se passe de la même manière que pour les travailleurs salariés? Oui, bien entendu. La protection médicale qui est offerte aujourd'hui pour les travailleurs non salariés est la même que celle dont bénéficient les salariés du secteur privé, soit pour le panier de soins, soit pour les services. C'est la même. Les dossiers de remboursement qui seront déposés seront payés selon la tarification nationale de référence et puis selon les pourcentages, et aussi les demandes de prise en charge seront traitées de la même façon que celles qui sont posées ou demandées par les salariés du secteur privé. Très bien, merci beaucoup Madame Onib. Un dernier mot peut-être, docteur Abdelrahim. Si vous voulez... Oui, dites-moi, Madame Onib. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, seulement... Oui, justement, je voudrais valoriser un petit peu tous les efforts que la CNSS est en train de faire, toute la mobilisation pour réussir ce chantier d'envergure, ce grand chantier. Et nous sollicitons toutes les parties prenantes pour soutenir ces efforts-là. La CNSS a mobilisé un grand réseau et points pour recevoir les gens pour l'immatriculation et aussi pour recevoir les dossiers. Il y a plus de 200 points de réception. Quand on parle de nos agences, de notre propre réseau, 120 agences, ils sont d'accord. D'accord, merci beaucoup. Oui, alors justement, vous restez positif, vous appelez à l'adhésion de toutes et tous à ce chantier, bien sûr, lancé par le souverain. Docteur Abdelrahim Cheb, je vous donne également le dernier mot par rapport à ces revendications des médecins du privé. Sont-elles réellement réalistes et aussi sur quelle base des recommandations peut-être pour sortir de cette impasse? Merci beaucoup. Eh bien, les revendications et les recommandations, c'est des mots à peu près similaires. Les médecins, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Ils revendiquent à ce que le taux qui est imposé aux autres professions libérales, architectes, pharmaciens, soit le même que celui qui sera imposé aux médecins, que ce soit médecin généraliste ou spécialiste. Ça, c'est un fait. Tous les médecins du Maroc le disent. En tout cas, c'est clair et net. Quant aux recommandations, ce que nous recommandons, il y a un travail entre l'assurance maladie des indépendants et de l'autre côté la CNSS. Nous devons travailler main dans la main avec la CNSS pour réussir ce chantier. Essayer de trouver des solutions à des problèmes que, à mon avis, à notre avis, ils peuvent se résoudre sans aucun problème. Deuxièmement, l'engagement. C'est-à-dire, on a demandé aux médecins d'adhérer le plus vite possible et de s'affilier à la CNSS. Une fois qu'il a reçu un SMS, une lettre recommandée, il faut qu'il rentre, il faut qu'il s'inscrive, il faut qu'il ait son numéro d'affiliation. Mais par la suite, les négociations auront lieu, bien sûr, avec le gouvernement, chef du gouvernement, afin de revoir à la baisse ce taux de cotisation. Je pense que c'est une manière d'aller au-devant. Nous avons une bonne voie
Nous ne comptons pas faire des choses qui vont à l'encontre de notre pays. Bien au contraire, nous sommes des médecins partie prenante, nous sommes au devant de la scène. Vous savez très bien que dans la Covid-19, ce sont des médecins qui étaient au devant de la scène. Et de ce point de vue, je déplore le décès des médecins qui se sont décédés et leurs ayants droit, leurs familles qui se sont décédées suite à l'atteinte du Covid-19. Donc on est là, on est des militaires, on est tout ce que vous voulez, on est au devant de la scène, nous sommes une partie prenante, nous sommes des acteurs principaux et il faudrait que la CNSS donne la main et nous on donne la mienne et on travaille main dans la main pour réussir ce grand chantier qui est lancé par Sa Majesté le Roi. Donc la main tendue du Conseil national de l'ordre des médecins que vous représentez ce soir, Abdelrahim Cheb. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Également mes remerciements à Madame Fatna Mounib, directrice régionale à la CNSS. Merci d'avoir enrichi cette émission ce soir. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Et nous enchaînons tout de suite avec la seconde partie de questions d'actu avec du textile au menu. À tout de suite. Après avoir souffert de l'arrêt d'activité dû bien sûr à la pandémie, le secteur textile commence à entrevoir les signes d'une relance, une relance d'autant plus revigorée grâce à l'implication bien sûr de l'exécutif, en l'occurrence l'État voit grand pour ce secteur important pour notamment bien sûr la croissance, la création de valeur mais aussi d'emplois. Et donc nous ferons le point tout de suite en compagnie du président de l'Association marocaine des industries du textile et de l'habillement. Bonsoir Mohamed Bouboh, merci d'être avec nous dans Questions d'actu ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Est-ce que le moment est opportun pour parler de relance? Est-ce que la relance est derrière nous, devant nous? On en est où pour le secteur du textile aujourd'hui et la relance post-Covid? Effectivement, la relance, elle est bien présente. Si jamais on compare les chiffres janvier-octobre 2021, ils sont en augmentation, plus 18% par rapport à janvier-octobre 2020, qui sont en l'occurrence en diminution par rapport à 2019, janvier-octobre, moins 19%. Donc je pense que l'année 2021 et l'année 2019, on sera plus ou moins dans les mêmes chiffres. Et est-ce qu'on sera aussi dans la même configuration de la chaîne de valeur mondiale? Aujourd'hui, clairement, il y a bien sûr des ruptures, mais il y a aussi un mouvement de relocalisation en El Maroc et l'impact pour l'industrie du textile. Parce qu'on en parle notamment pour l'industrie automobile et aéronautique. Qu'en est-il de l'industrie du textile? Effectivement, on remarque une relocalisation. Ceci, il était initié par la fermeture des magasins en Europe. Donc nous avons subi directement après un stop immédiat. Après l'ouverture des magasins, les donneurs d'ordre se sont retrouvés avec des stocks faramineux, notamment des stocks qui ne correspondaient pas à la saison, puisqu'ils ont réouvert en juin. Donc ils étaient obligés de chercher un sourcing de proximité. Et là, ils se sont retournés vers le bassin méditerranéen. Et dans le bassin méditerranéen, bien sûr, le Maroc figure de référence. Il a donné vraiment la réponse nécessaire. Donc nous avons ressenti cette demande et cette relance dans notre pays. Et cette tendance, je dirais qu'elle est en train de se suivre parce que les donneurs d'ordre, ils ont compris que le sourcing asiatique n'était pas toujours le meilleur parce que pour eux, maintenant, le problème, c'est ne pas produire, c'est plutôt vendre. Et si jamais ils veulent vendre un produit qui correspond exactement à une tendance de mode, ils doivent absolument avoir une bonne partie de leur sourcing dans notre bassin méditerranéen. Et bien sûr, notre pays, il est bien placé pour ça. Est-ce que l'offre marocaine, justement, répond correctement à la demande mondiale? Alors, l'offre marocaine, il y a eu beaucoup de débats concernant notre offre marocaine. Et je pense que, préjugés à part,
l'offre marocaine et sa compétitivité n'est plus à démontrer. L'offre marocaine, elle est compétitive, surtout que nous savons que nous sommes fortement handicapés par les règles d'origine. Et nous savons aussi que nous n'avons pas un amont fort, mais toujours est-il, l'offre marocaine n'arrête pas de croître. Et ceci, c'est une preuve que notre offre est bien adaptée au marché européen. Et malheureusement, je réitère exactement la même phrase, nous sommes vraiment handicapés par les règles d'origine. Alors, oui, on est handicapé par les règles d'origine et on est aussi handicapé par une autre chose. Vous avez parlé de la compétitivité de l'offre marocaine. Moi, j'ai envie de parler aussi de l'attractivité de l'offre marocaine au sein même du marché marocain. Pourquoi le Made in Maroc, des préjugés à part, hein, comme vous le dites si bien, pourquoi, j'ai pas envie de dire déplaît, mais ne plaît pas assez ou assez comme vous l'espérez vous en tant que textilien? Alors, le Made in Morocco, effectivement, on s'est vu dans le miroir et nous avons bien compris c'est quoi nos forces, nos faiblesses, c'est quoi notre force de frappe. Et là, nous avons compris que nous n'avons pas suffisamment communiqué pour le marché marocain concernant l'offre Made in Morocco. Le consommateur marocain ne connaît pas très bien l'offre marocaine. Et ça aussi, c'est un chantier là où il faut vraiment qu'on travaille dessus. Et on a déjà des marques marocaines qui sont présentes. Et maintenant, il y a beaucoup d'industriels que normalement, ils étaient toujours retournés vers l'export, mais maintenant, ils se retournent vers le marché marocain parce que nous avons senti que les pouvoirs publics, ils ont joué le jeu et effectivement, ils ont fait le nécessaire. Et nous avons remarqué que notre marché qui était, il n'y a pas longtemps, qui était inondé par une marchandise déloyale, une concurrence déloyale, maintenant, grâce aux actions de pouvoirs publics, je pense que le consommateur marocain, il est en train maintenant de sentir la présence d'un produit marocain dans notre marché et qui est de qualité aussi. Quelles sont les pistes pour augmenter cette qualité, cette compétitivité du produit marocain? Alors, les pistes, il faut absolument avoir un amont fort. Et nous savons très bien que sans l'appui de l'État, un amont fort, on ne pourrait jamais l'avoir. Parmi les points là où il faut vraiment travailler, et ça a été cité aussi dans le nouveau modèle de développement, c'est le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, il est très très cher au Maroc. L'offre de terrain pour des zones dédiées, c'est encore aussi un chantier qu'il faut absolument résoudre. Donc, moi je pense que si jamais on arrive à trouver le moyen d'avoir un amont fort au Maroc, dans la confection, nous sommes très très forts. Nous sommes bien connus par la compétitivité et le savoir-faire marocain. Donc, avec la présence d'un amont, je pense qu'on pourrait reconquérir notre marché local. Alors, c'est intéressant que vous évoquiez le nouveau modèle de développement parce que la feuille de route que vous avez proposée, et elle se donne aussi comme objectif, en fait, l'horizon de 2035, un peu comme cette commission spéciale sur le modèle de développement a mis en place cet horizon de 2035. D'abord, pourquoi? Et si on revenait sur les points importants, en tout cas les priorités de cette feuille de route avant cet horizon 2035. Pourquoi 2035 et quelles sont les priorités avant 2035 pour 2021 déjà et 2022? Alors, effectivement, nous avons préféré d'avoir une vision assez large. Et là, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est vu dans le miroir et on a fait vraiment une autocritique. Et depuis le début de notre mandat, je pense que nous avons changé de mindset et nous ne sommes plus là le textilien qui pleure, qui veut toujours de l'aide, mais on veut apporter à nos problèmes des solutions. Et là, avec le changement de la mentalité de sourcing mondial, il fallait absolument s'adapter. Et là, notre vision 2035, dès que nous l'avons annoncée, notre petit livre blanc,
je pense que nous avons eu une couverture médiatique sans précédent. La presse marocaine, elle est intelligente, elle est rigoureuse, et elle a vite compris que notre vision, elle méritait une bonne analyse, parce que nous avons attaqué tous les sujets, et je dis bien tous les sujets qui concernent notre futur. Et c'est pour la première fois que nous sommes en train de remarquer une interaction entre nous et les pouvoirs publics, une interaction très très étroite. Nous travaillons la main dans la main. Et là, je pense que tout le monde parle du textile parce que, juste une parenthèse, même des gens qui n'ont rien à voir avec le textile, maintenant, je sens que tout le monde en parle. Et parfois, c'est un peu dangereux. C'est comme si jamais moi, je commence à parler de l'automobile aujourd'hui, et même avec la bonne volonté, je risque de me tromper. Donc, je pense qu'il faut laisser aux textiliens parler du textile, c'est très important. Et là, notre vision, qui est une vision que nous avons appelée Daïm. Daïm, ça veut dire durable. C'est durable du point de vue économique, durable du point de vue social et durable du point de vue environnemental. Si jamais il n'y a pas une durabilité d'entreprise, il n'y a pas de création d'emplois. Donc, notre pays sera perdant. Moi, je dirais que nous avons bien adapté notre offre aujourd'hui, notre vision. C'est une vision durable, surtout environnementale, parce que nous savons tous que c'est le nerf de la guerre de notre futur. Nous savons tous que maintenant, produire d'une manière verte, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Les donneurs d'ordre, ils sont bien conscients. Heureusement que maintenant aussi les industriels marocains, ils ont commencé à prendre conscience de ce volet-là. Nous avons vu que les délaveurs de notre pays, pratiquement, ils sont tous passés à la biomasse. Nous avons commencé à voir maintenant sur les toits des usines des plaques photovoltaïques. Ça veut dire qu'il y a vraiment une prise de conscience, mais il faut vraiment aussi avoir des produits de subvention dans ce sens-là pour qu'on soit vraiment conforme. Sachant que l'Europe, janvier 2023, il y aura la taxe carbone, qu'aujourd'hui, personne ne sait c'est quoi son contenu. Mais il faut absolument se préparer là parce qu'il ne faut pas louper des opportunités, il faut qu'on soit présent. Et il faut qu'on soit présent aussi en termes d'investissement aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il est opportun d'investir aujourd'hui dans le textile? Si oui, quelles sont les incitations pour investir dans le textile et pour peut-être même un investissement existant, peut-être l'agrandir et investir un peu plus dans l'équipement, etc. Dans cette durabilité dont vous parliez il y a quelques instants. C'est clair qu'il y a une relocalisation vers le Maroc. C'est clair que le Maroc, notre secteur, c'est bien Daïm. Il va rester, il va durer dans le temps. Donc il faut absolument se préparer. Si jamais vous voulez une réponse claire, oui, c'est le moment et ça sera toujours maintenant intéressant d'investir dans le textile. Mais je dis bien, si jamais on parle de l'amont textile, il est trop capitalistique, donc il faut absolument avoir l'aide de l'État. Et si jamais on veut revoir un peu l'histoire du textile dans tous les pays, l'apport de l'État il a toujours été très important. Donc il faut absolument qu'on revoie notre... Vous évoquez l'exemple turc, l'exemple de la Chine, partout. Partout, lorsque vous allez vous rendre compte qu'il y a un pays là où l'amont textile il est fort, absolument, vous allez revoir dans l'histoire que l'apport de l'État et le soutien de l'État il était vraiment important dans ces pays-là. Donc, il ne faut pas réinventer la roue. Le support de l'État, il est très important, aussi bien dans le foncier, dans l'énergie. Ça, c'est si jamais on veut avoir un amont fort. Sinon, il n'y aura pas, et là, nous sommes vraiment transparents. C'est ce que nous recherchons aussi. Merci beaucoup. Merci Mohamed Bouabouah. Merci d'avoir répondu à nos questions avec la transparence que nous vous connaissons. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt et très bonne soirée à toutes et à tous.